19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 27 juin 2019. Session d'information que nous débutons avec cette brève. À l'hémicycle de l'Assemblée nationale a été entamé ce jeudi 27 juin en séance plénière l'examen de la motion de censure qui a été déposée par un groupe de 35 députés de l'opposition le lundi 24 juin dernier contre le gouvernement du Premier ministre Birji Rafini. Les débats sont en cours actuellement entre les députés dépositaires de cette motion de censure et ceux de la majorité. Nous y reviendrons plus en détail après le vote. On le vit tous dans nos chairs, surtout les commerçants de la chaîne froid, les intempéries et caprices de la société nigérienne d'électricité Nigélec qui n'arrive plus à assurer convenablement l'énergie à sa clientèle. À cet effet, l'option nucléaire n'est-elle pas la meilleure voie pour sortir du marasme énergétique au Niger ? Vous suivrez en partie magazine les explications données par le secrétaire général de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, Hania, relativement à l'installation d'une centrale nucléaire dans notre pays. Ça serait en partie magazine de cette édition. Cela dit, ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu de la 9e réunion des hauts fonctionnaires du commerce de la ZLECAf. C'est le secrétaire général du ministère du Commerce du Niger qui a présidé la dite cérémonie, d'après le compte-rendu de nos reporters Nafissa Touzakou et Halidou Brema. Cette 9e réunion des hauts fonctionnaires du commerce de la ZLECAf se tient à quelques jours du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine en marge du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la ZLECAf prévu pour se tenir à Niamey le 7 juillet prochain. Occasion pour le commissaire au commerce et à l'industrie de l'Union africaine ainsi que le représentant de la Commission économique Afrique de souligner l'importance d'une telle rencontre pour la ZLECAf. Motivation pour la tenue de cette réunion se justifiait par la nécessité de poser les jalons du lancement de la première phase de la ZLECAf. Lancement, c'est deux choses essentielles. Premièrement, le déroulement des instruments qui vont servir à cette inauguration. Et deuxièmement, c'est le sommet extraordinaire qui va convenir de la date du début des transactions. J'ai recommandé le 1er juillet 2020 pour... Avec le sommet extraordinaire qui avait été prévu pour le lancement de la ZLECAf, ce sommet devant se tenir dans quelques jours, nous devons faire attention, faire en sorte que ce qui va sortir du sommet comme déclaration politique, comme l'a dit le commissaire, ce sera appelé la déclaration de Niamey. Cette déclaration souligne et célèbre à juste titre ce qui a été réalisé avec réalisme en ce qui concerne le travail à faire. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé du Niger est revenu sur le rôle de la ZLECAf. La zone de libre-échange continentale africaine définira le destin commun de l'Afrique. Notre histoire et la stagnation économique que nous connaissons définissent nos économies comme étant fragmentées, faibles, isolées et également marginales dans l'économie mondiale. La zone de libre-échange continentale africaine changera structurellement cette situation par l'intégration de nos économies à travers le transport, les interconnexions communautaires et énergétiques, la libéralisation de nos économies ainsi que la facilitation de la libre circulation à travers nos frontières. De ce marché intégré émergeront des opportunités qui attireront les investissements à grande échelle, ce qui favorisera la transformation structurelle et partant accélérera la diversification économique, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et le renforcement de notre compétitivité au plan mondial. À noter qu'après l'étape cruciale dans la finalisation de la première phase des négociations sur la mise en place de la ZLECAf,
Le 7 juillet prochain, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lanceront officiellement la phase opérationnelle de la ZLECAf. Inauguration hier après-midi de l'infirmerie de la mutuelle des travailleurs des eaux et forêts du Niger. C'est le ministre de l'Environnement qui a inauguré cette infrastructure sanitaire financée et équipée sur fonds propres de la mutuelle. Ismaël Moumouni et Abouakar Souley. Permettre au personnel des eaux et forêts, leurs familles, mais aussi la population d'obtenir des services de soins de qualité. C'est ce qui a amené la mutuelle des eaux et forêts à ériger cette infirmerie bien équipée. Et cela 22 mois seulement après la mise en place de la MUTEF. Ce qui est d'ailleurs salué par la directrice générale de l'Agence nigérienne de la mutualité sociale. En si peu de temps, la MUTEF a réalisé des résultats très satisfaisants, dont entre autres le respect des dispositions du cadre réglementaire en vigueur, la prise en charge régulière des risques couverts, la construction et l'équipement de son siège en mobilier matériel de bureau, l'achat sur fonds propres d'un véhicule, la dotation en ressources humaines pour son bon fonctionnement. Je vous avoue que la MUTEF est une référence pour tous ceux qui voudraient bien s'inspirer des expériences réussies en matière d'assurance sociale. En plus des réalisations précitées, s'ajoute la construction de l'infirmerie, qui est la réponse aux besoins en soins de santé exprimés par les adhérents de la mutuelle. Abondant dans le même sens, le ministre de la Salubrité urbaine et du Développement durable a relevé les résultats fort appréciables obtenus par la MUTEF, dont entre autres l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action triennal 2017-2019, la construction du siège national de la mutuelle sur fonds propres, la signature de 59 conventions avec des pharmacies au niveau régional et départemental, la prise en charge médicale de 1261 adhérents ainsi que de leurs ayants droit, l'acquisition d'un véhicule au profit de la mutuelle, j'en passe. L'inauguration de l'infirmerie du personnel des eaux et forêts, dont l'acte officiel d'autorisation et d'exploitation a été délivré par le ministère en charge de la santé publique le 23 mai 2019, vient ainsi renforcer la couverture sanitaire de tout notre pays. Cette infrastructure, financée sur fonds propres de la mutuelle, compte un bureau de médecin, un bureau d'infirmier major, un service d'aiguillage, un dépôt pharmaceutique, un laboratoire d'analyse, une salle de soins et 2 salles d'observation. Après ces différentes allocutions, les invités ont eu droit à une visite guidée de l'infirmerie située à Kwarakano, juste derrière le camping Yantala. Et c'est à travers une photo de famille qu'a pris fin la cérémonie. Lancement hier matin à l'hôtel Solix de Niamey des activités des sociétés Pharmatech et Socomed, 2 centrales pharmaceutiques en partenariat depuis plusieurs années. C'est le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique qui a présidé la dite cérémonie. Nafissa Touzakou, Ibrahim Abdou. La présente cérémonie marque le lancement des activités des sociétés Pharmatech et Socomed, 2 centrales pharmaceutiques en partenariat depuis plusieurs années. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil d'administration de Pharmatech s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie car les médicaments et les produits de santé en général constituent l'un des piliers du système de santé. Le rassemblement est si important qu'il met en présence les 3 acteurs principaux dans ce domaine des médicaments, à savoir l'État, les fabricants et les distributeurs. Ainsi, je me réjouis très sincèrement et je vous adresse au nom des sociétés Pharmatech et Socomed nos très sincères remerciements et notre gratitude pour ce déplacement malgré vos multiples préoccupations.
Procédant au lancement officiel des activités, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a souligné la mission première de son département ministériel en matière d'approvisionnement en produits pharmaceutiques tout en encourageant les promoteurs de Pharmatech SA et Socomed dans leur mission. La mission première du ministère de la Santé publique en matière d'approvisionnement en produits de santé est d'assurer à toutes les populations du Niger, où qu'elles se trouvent, l'accès à des médicaments et produits de santé de qualité pour une prise en charge intégrale des problèmes de santé auxquels les populations font face. Cela suppose une disponibilité régulière de produits pharmaceutiques de qualité, efficaces et en toute sérénité dans l'intérêt bien compris des patients, c'est-à-dire intégrant les dimensions d'hygiène, de prévention et de prise en charge totale des maladies aiguës et chroniques. La mise en place de cette chaîne unique intégrée d'approvisionnement prendra en compte toutes les parties prenantes en renforçant les rôles et fonctions de l'ONPPC, de la SONIFAR et de l'AMPEX pour le contrôle de qualité. C'est pourquoi mon département ministériel s'emploie à un assainissement du domaine pharmaceutique de manière progressive en y intégrant la politique de partenariat où le secteur pharmaceutique privé a un rôle important à jouer. C'est par une présentation sur les objectifs, les gammes ainsi que les visions de Pharmatech et Socomed qu'a pris fin la cérémonie. C'est la fin des examens séjour pour les candidats au brevet d'études du premier cycle, communément appelé BPC. À en croire les quelques candidats qu'une de nos équipes a rencontrés, les épreuves ont été abordables. Il ne reste plus qu'à attendre la proclamation des premiers résultats dans les prochaines 72 heures. Suivez le reportage. C'est par l'épreuve écrite de sciences de la vie et de la terre, SVT, qu'ont pris fin les examens du brevet d'études du premier cycle, BPC session juin 2019. Au sortir de cette dernière épreuve, les candidats jugent les épreuves à leur portée et se disent confiants. Ils ont été abordables, c'était bien. En fait, en global, tout ce qu'on a vu à l'école, c'est ça qu'on nous a amené. Donc j'ai vraiment apprécié. Et ensuite, on peut faire une remarque qu'au moins les bonnes conditions étaient réunies pour qu'on puisse passer. Donc, ils ont créé toutes les conditions pour que tout le monde ait son BPC. Maintenant, c'est à nous de fournir l'effort. Du coup, cette année, on a trouvé que les épreuves étaient très faciles parce qu'on a vu qu'on a facilité la plupart des épreuves, surtout dans la mathématiques et tout. Donc, je pense qu'on s'est bien sorti du tout. Et je pense qu'on va tous réussir avec la grâce de Dieu. On espère que nous aurons vraiment un bon résultat cette année. Bon, les épreuves du BPC, on peut dire que ça s'est bien passé parce que tous les sujets étaient vraiment abordables. Donc, on attend maintenant les résultats. Il souhaite aux correcteurs d'être justes et indulgents dans la correction. Si ils corrigent nos copies, quand nous donnent nos résultats qu'on a eu à faire dans nos copies, le fruit de notre travail, ce qu'on a mérité. On a su se débrouiller. On espère des bons résultats quand même. On souhaite aussi que les jurys corrigent bien nos copies. On dit qu'il y a des correcteurs vraiment qui ne corrigent pas bien. Et cette année, on espère qu'ils vont prendre tout leur temps pour faire le mieux possible. Alhamdoulilah, ça a été très bien. Ils n'ont qu'à corriger très bien, de ne pas faire des corrections mal. Éviter la corruption, Nous, on est venu travailler et ils n'ont qu'à corriger très bien. Les premiers résultats sont attendus dans les 72 heures prochaines. Bonne chance donc aux candidats. Restons toujours dans le domaine de l'éducation avec la colère ce matin des étudiants de la faculté des sciences juridiques FCH. Ils ont organisé un sitting pour interpeller le gouvernement ainsi que les enseignants-chercheurs à respecter le protocole d'accord qu'ils ont tous les deux signé librement pour la bonne marche de l'année académique 2018-2019. Le reportage. À lieu et place des salles, c'est dans la cour que les étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion se sont retrouvés afin de dénoncer la situation peu enviable dans laquelle ils végètent. Après plusieurs mois de grève observée par les enseignants-chercheurs et malgré le compromis trouvé entre enseignants et gouvernement, la situation n'a toujours pas changé. Nous nous sommes retrouvés en tout cas dans une faculté où les années sont kilométriques. Aujourd'hui, pour finir, avoir sa licence, il va te falloir environ 4 ans, environ 5 ans. Cette année, en tout cas en tant que délégation, nous allons
mener une lutte conséquente pour que ces retards puissent diminuer au sein de notre faculté. Et ces retards, je vais vous rappeler, est relativement, n'est-ce pas, à la question de malgouvernance, où aujourd'hui nous avons un doyen que nous avions élu, où tous les camarades ont placé leur confiance en ce monsieur et qu'il se trouve aujourd'hui incapable de gérer cette faculté. Et je m'en vais vous relater quelques problèmes. Notamment, c'est surtout la question dans les délibérations. Aujourd'hui, vous allez finir vos examens. Pour délibérer un résultat, il va falloir 5 ou 6 mois, qui équivaut à un semestre. Et aussi, les textes, n'est-ce pas, qui régissent la charte d'éthique et de déontologie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, a réglementé un temps de 21 jours, donc 3 semaines maximum pour finir avec les corrections des copies et délivrer les résultats. Mais il se trouve à la FSEG que, n'est-ce pas, l'étudiant a perdu l'espoir et conjugué, n'est-ce pas, surtout cette année, par la crise des enseignants-chercheurs. En cas de non-satisfaction de toutes ces revendications, ces étudiants disent ne pas baisser les bras. En cas de non-satisfaction, nous allons continuer cette lutte. Et notamment, en premier lieu, les doyens. Il n'a qu'à démissionner s'il ne peut pas gérer cette faculté, s'il ne peut pas prendre en tout cas toutes ses responsabilités. Et la lutte va continuer et nous allons agir conformément au texte de notre organisationnel et conformément à la charte d'éthique et de la déontologie de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Cependant, les autorités en charge de l'éducation doivent prendre leurs responsabilités dans les plus brefs délais afin de sauver l'année académique 2018-2019. Je l'ai annoncé en début de cette édition. Pour la partie magazine de ce journal, je vous propose de suivre attentivement les explications données par le secrétaire général de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique relativement à l'installation d'une centrale nucléaire au Niger. Très bonne réflexion à vous. C'est la production d'énergie électrique à partir de l'uranium, du thorium ou d'autres matières fissiles. Donc le programme, c'est l'ensemble des activités qu'il faut mettre en œuvre pour construire, exploiter et gérer de manière sûre et sécurisée des centrales nucléaires, des unités de centrales nucléaires. Vous savez, le Niger est un des producteurs majeurs d'uranium au monde. Au meilleur moment de notre production, nous produisions 5000 tonnes d'uranium par an. Alors qu'il suffit de 120 tonnes d'uranium pour alimenter une unité de centrale nucléaire de 1000 MW. C'est-à-dire cette énergie capable d'alimenter aujourd'hui le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. Avec 120 tonnes d'uranium, c'est-à-dire un camion long métrage, ce qu'on appelle communément TLM, d'uranium suffit pour alimenter une centrale capable de satisfaire la demande énergétique de 5 de nos pays. Donc, c'est tout à fait naturel et tout à fait raisonnable que les autorités pensent à utiliser cette ressource pour produire de l'énergie dont nous avons tant besoin pour notre développement socio-économique. En réalité, le programme électronucléaire, l'intention d'utiliser l'énergie d'origine nucléaire pour produire de l'électricité ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 70, notamment en 1972, le gouvernement de la République a conduit un projet avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour faire une analyse de l'offre et de la demande en vue d'introduire l'électronucléaire dans notre bouquet énergétique.
Cette étude avait pour horizon 30 ans, c'est-à-dire ils ont regardé de 1972 à 2002, est-ce que c'est possible de faire un programme électronucléaire? Cette étude a malheureusement conclu qu'en ce moment-là, de 1972 à 2002, un programme électronucléaire n'était pas économiquement viable au Niger. C'est ainsi qu'en 2002, le gouvernement a repris cette étude, toujours en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et cette fois-ci, l'étude a conclu qu'un programme électronucléaire est économiquement viable et la deuxième option d'ailleurs économiquement viable pour produire de l'énergie électrique après le charbon. Aussi, en 2012, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en collaboration avec la CEDEAO, a conduit la même étude pour l'ensemble des pays de la sous-région de la CEDEAO. L'étude de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de la CEDEAO a donné les mêmes résultats qui ont conduit que l'Afrique a besoin de tant d'énergie et que l'électronucléaire est une option viable. Donc voilà les raisons qui ont poussé le gouvernement à créer la Haute Autorité nigérienne de l'énergie atomique et à mettre en place un programme électronucléaire. L'objectif principal visé par le programme électronucléaire du Niger, c'est de faire de l'énergie d'origine nucléaire une option majeure de fourniture d'énergie au Niger et dans la sous-région. Donc l'objectif spécifique premier est la construction et l'exploitation de 2 unités de 1000 MW chacune à l'horizon 2030. Ça veut dire que nous voulons qu'en 2030, le Niger connecte au réseau ouest-africain, qu'on appelle le WAP, 2 unités de 1000 MW chacune, donc 2000 MW au réseau ouest-africain. Effectivement, notre pays dispose de ressources énergétiques renouvelables capables de satisfaire complètement toute la demande et même celle de la sous-région. L'énergie solaire, que ce soit par ses applications photovoltaïques ou thermiques, aujourd'hui avance de plus en plus et devient de plus en plus économique. Il est même prévu que dans les 10 ans à venir, que le coût de production d'énergie électrique solaire soit diminué de moitié. Cependant, tous ces avantages occultent un problème fondamental de l'énergie solaire qui est son intermittence. Ça veut dire que l'énergie solaire est disponible uniquement la journée, disons 8 heures par jour, donc un tiers du temps, parce que nous avons 24 heures dans une journée. Et aussi une question que les gens ne voient pas tout de suite quand on parle de l'énergie solaire au Niger, c'est cette question de notre climat qui est très poussiéreux. Et ça impacte beaucoup l'efficacité de l'énergie solaire. L'intermittence de l'énergie solaire, comme de l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique, a un impact négatif sur la gestion des réseaux. Parce que quand l'énergie solaire, quand le soleil brille en 10 minutes, la prochaine 11e minute, on peut avoir une baisse de puissance et cela a un impact sérieux sur la gestion des réseaux. Donc c'est les questions fondamentales qui font que l'énergie solaire, d'après toutes les études, il y a la dernière étude, c'est l'étude de l'OCDE, qui a prouvé que dans les 30 ans à venir, l'énergie solaire, la part de l'énergie solaire qui est de 3%, n'est pas prévue d'augmenter beaucoup plus que ça. Alors que les énergies thermiques fossiles, telles que le nucléaire, le charbon et autres, vont représenter plus de 95% de la production mondiale. Bien sûr que l'électronucléaire, c'est une option de haute technologie nécessitant beaucoup de garanties pour la sûreté et la sécurité.
Mais l'intérêt du nucléaire, c'est qu'un programme électronucléaire n'est pas uniquement national. Quand un pays envisage d'embarquer sur le nucléaire, il doit respecter un programme internationalement adopté, des standards et des normes internationales établis par les États du monde, notamment le programme qu'on appelle le document Milestone de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a 19 domaines à envisager. Parmi ces domaines, il y a par exemple la question des institutions qui vont gérer et qui vont réguler l'énergie nucléaire. Il y a la question de la réglementation de la loi et des conventions internationales à adopter pour encadrer la production, la distribution de l'énergie nucléaire. Il y a la question de la sûreté et de la sécurité. Il y a la question de la non-prolifération. Il y a les questions de financement public et privé. Il y a les questions environnementales, notamment les ressources en eau, la disponibilité des ressources en eau. Il y a 19 domaines qu'on est obligé d'étudier, d'évaluer et de développer jusqu'à les amener à un certain niveau que le pays est dit prêt pour construire et exploiter des centrales nucléaires. Bien sûr, nous suivons scrupuleusement ce document, qui est le Milestone, et nous avons fait une première analyse, une première évaluation de l'état de l'infrastructure nucléaire de notre pays, ça veut dire tout ce que nous disposons en matière de loi, en matière d'institutions, en matière de ressources humaines, en matière environnementale, en matière de sites et en matière de disponibilité en ressources en eau. Et nous avons mis en place une stratégie qui est saluée par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour financer le programme électronucléaire. D'après le document dont je vous parlais tantôt, un programme électronucléaire se fait en 3 phases. Et après chaque phase, le pays fait un document qu'il présente au monde et les gens viennent pour en discuter avec vous et dire si vous êtes prêt ou pas. Nous avons fait la première phase, qu'on appelle la mission INIR phase 1, en avril 2018. Peut-être vous avez vu ici, il y a plus de 13 experts internationaux qui sont venus de 11 pays, avec des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et nous avons conclu la première phase et nous étions parmi les meilleurs pays africains. En tout cas, pour ne pas dire, nous étions le premier pays africain et le deuxième au monde à bien conduire cette première phase. Donc nous sommes actuellement dans la deuxième phase et suivra la troisième phase. Au cours de ces études, de ces 19 domaines, nous avons mis en place un comité d'experts pour évaluer la disponibilité de ressources en eau comparée à la consommation aux besoins des centrales nucléaires. Et tenez-vous bien, vous serez très surpris de savoir que le Niger est le deuxième pays au monde à disposer de ressources en eau souterraine après le Canada. Ce groupe d'experts a fait un travail formidable et a identifié des aquifères renouvelables dans presque l'ensemble du bassin du Niger et aussi même dans le Sahara. Donc, on peut dire que sur le plan des ressources humaines, sur le plan de ressources donc des institutions, sur le plan institutionnel et réglementaire, et sur le plan financier, le Niger est prêt pour s'engager pour un programme électronucléaire. Donc ce sont ces réponses que je peux apporter à cette question. Nous suivons scrupuleusement le Milestone, qui est le document internationalement connu, qui est la norme internationale en matière d'élaboration et de mise en œuvre du programme électronucléaire. Ce document a dit qu'il y a 3 phases. Une première phase où vous faites l'état des besoins et vous développez des stratégies crédibles qui vous permettront d'avancer. Nous avons fait cette première phase et ça a été conclu en avril. Et, les experts qui étaient là, le groupe d'experts qui était là,
a conclu que le Niger est prêt pour s'engager. Donc nous envisageons en 2030, si Dieu le veut, de connecter 2 centrales nucléaires de 1000 MW au réseau ouest africain. Parce que l'énergie sera tellement abondante pour le Niger que nous sommes obligés de vendre la plupart d'ailleurs de l'énergie qui sera produite par nos centrales.